Pourquoi l'une des nations les plus riches du monde voit-elle sa classe moyenne disparaître ? Au Canada, la flambée des loyers, une crise du logement persistante et des salaires stagnants forcent les familles à faire des choix impossibles, comme décider entre garder leur maison chaude ou mettre de la nourriture sur la table. Pendant ce temps, des communautés de tentes émergent même dans le froid glacial des hivers canadiens. Qu'est-ce qui se cache derrière ce déclin préoccupant et existe-t-il un moyen de l'inverser ? Rejoignez-nous pour explorer les histoires méconnues derrière les statistiques et révéler le coût humain d'un système poussé à son point de rupture. Depuis l'année 2019, la croissance économique par personne au Canada a été la plus lente parmi 50 nations développées, avec un produit intérieur brut réel par habitant en déclin. Les salaires, ajustés pour l'inflation, stagnent depuis 2016, laissant les Canadiens lutter pour suivre l'augmentation des coûts. Le logement illustre bien cette lutte. En 2021, le prix moyen des maisons a grimpé de 20% en seulement un an, atteignant presque 600 000 €. Bien que les prix aient légèrement baissé depuis 2022, ils restent 33% plus élevés qu'avant la pandémie. Avec des revenus qui n'augmentent pas dans la même mesure, devenir propriétaire devient de plus en plus inaccessible. Le marché du travail est une autre préoccupation. De 2019 à 2024, la croissance de la productivité du travail a stagné, atteignant des niveaux historiquement bas. Cette stagnation limite la croissance des salaires, car les employeurs hésitent à augmenter les rémunérations sans une augmentation de la production. Après une brève croissance économique de 2,1% au deuxième trimestre de 2024, les prévisions pour le troisième trimestre sont tombées à 1 à 1,5%, bien en dessous des attentes antérieures de 2,8%. La baisse des dépenses des consommateurs, la montée du chômage et la réduction des heures de travail sont à l'origine de ce ralentissement. Le chômage a atteint 6,6% en août 2024, en forte hausse par rapport à 4,8% en 2022. Cette augmentation rapide dépasse la hausse plus lente observée aux États-Unis pendant la même période. Les dépenses du gouvernement fédéral constituent un autre signal d'alarme. La dette par personne dépasse désormais de 12% les niveaux observés pendant la crise budgétaire de 1995. Cela soulève des questions cruciales sur la durée pendant laquelle de telles dépenses peuvent se poursuivre sans sacrifice significatif de la part des générations futures. Les salaires sont à la traîne par rapport à l'inflation. En 2022, les travailleurs à temps plein n'ont vu qu'une augmentation de salaire d'1,7%, tandis que l'inflation a atteint 6,8%. Cet écart croissant érode le pouvoir d'achat des Canadiens. Même les secteurs à forte demande comme la technologie n'ont pas suivi l'inflation, tandis que des secteurs tels que le commerce de détail et l'hôtellerie, qui emploient de nombreux Canadiens, ont connu une croissance minimale. Qu'est-ce qui pousse ces coûts records ? S'agit-il de politiques gouvernementales, d'investissements étrangers ou de problèmes systémiques plus profonds ? Entre mars 2022 et juillet 2023, la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt de 0,25% à 5% pour lutter contre l'inflation. D'ici décembre 2024, les taux ont été réduits à 3,75%. Malgré ces réductions, l'accessibilité au logement reste la plus mauvaise depuis 1990. Les prix des logements ont explosé ces dernières années, notamment dans des villes comme Vancouver et Toronto. En 2021, le prix moyen des maisons a augmenté de 20%, atteignant presque 600 000 €. Dans certaines zones urbaines, les prix ont grimpé jusqu'à 40%. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres. Des taux d'intérêt plus élevés ont rendu les paiements hypothécaires mensuels inaccessibles pour beaucoup, forçant les acheteurs à retarder leurs achats ou à partager leur logement avec d'autres. La crise est aggravée par une grave pénurie de l'offre de logement. Les coûts de construction élevés, le manque de terrain pour le développement et les retards dans les projets de logements abordables signifient que la demande dépasse de loin l'offre. À cela s'ajoute l'investissement étranger, avec plus de 10% des transactions immobilières à Vancouver impliquant des acheteurs étrangers, faisant grimper les prix au-delà de ce que les habitants peuvent se permettre. La hausse des loyers et les salaires stagnants y forcent les familles à déménager dans des zones suburbaines, où les longs trajets coûteux deviennent la norme. L'itinérance est une issue tragique de cette crise du logement.
Les communautés de tentes sont devenues une vue courante dans les centres urbains et la population sans abri à Vancouver a augmenté de 20% entre 2018 et 2023, selon Homeless Hub. Pendant les hivers glacials, le manque de logements stables devient un défi mortel pour beaucoup. Les mesures gouvernementales, telles que l'assistance au prêt pour les primo-accédants et les taxes visant à freiner la spéculation immobilière, ont eu un impact limité. Pendant ce temps, la dette des ménages a atteint 2,16 trillions d'euros à la mi-2024, marquant la croissance la plus lente depuis des décennies et reflétant la pression financière sur les Canadiens. L'instabilité du marché ajoute encore plus de complexité. Début 2024, Toronto a connu un nombre d'annonces de logements le plus élevé en 10 ans en raison des renouvellements d'hypothèques à des taux plus élevés. Cependant, les ventes ont stagné, en particulier sur le marché des condos, où l'inventaire a atteint des niveaux records. Les différences régionales compliquent encore les choses. En octobre 2024, les prix des maisons en Ontario ont augmenté de 3,2%, tandis que le marché de la Colombie-Britannique a ralenti en raison de problèmes d'accessibilité croissants. Alors que l'immobilier devient de plus en plus un actif pour de grands investisseurs, le logement abordable devient de plus en plus rare. Des millions de Canadiens se retrouvent dans l'incertitude, incapables de sécuriser un endroit stable où vivre. Un résident de Toronto a partagé ses luttes en disant « Avec mon salaire actuel, je ne peux me permettre que l'essentiel, pas de friandises, pas de extra. Les factures augmentent de chaque année et nous avons dû réduire nos dépenses, surtout juste pour joindre les deux bouts. Malheureusement, ce n'est pas une histoire isolée. L'itinérance au Canada a atteint des niveaux alarmants, avec des estimations suggérant qu'entre 150 000 et 300 000 personnes vivent sans abri chaque année. Chaque nuit, plus de 30 000 individus dorment sans toit stable au-dessus de leur tête. Qui sont les personnes confrontées à de telles difficultés ? Environ 2 tiers, soit environ 67% de la population sans abri au Canada sont des hommes. Les peuples autochtones sont touchés de manière disproportionnée, représentant plus de 33% des sans-abri, bien qu'ils ne constituent qu'un pourcentage beaucoup plus faible de la population. Les jeunes sont également fortement touchés, avec environ 23% des individus sans-abri âgés de 13 à 24 ans. Bien qu'environ 24% des refuges soient spécifiquement conçus pour les jeunes, ils sont souvent insuffisants pour répondre à la demande. La situation s'aggrave. Près de 70% des répondants à des études récentes ont déclaré avoir connu l'itinérance chronique, contre 60% en 2018. L'hiver au Canada ajoute une autre couche de risque. Avec des températures chutant sous le zéro pendant des mois, ceux qui n'ont pas d'abri font face à des conditions mettant leur vie en danger. De nombreux refuges fonctionnent à pleine capacité pendant les mois les plus froids, laissant les individus survivre à l'extérieur ou dans des tentes de fortune. Certains utilisent des méthodes de chauffage dangereuses, telles que des flammes nues, augmentant les risques d'incendie et mettant encore plus en danger leur existence précaire. La demande de lits dans les refuges dépasse constamment l'offre, forçant beaucoup à endurer le froid ou à parcourir de longues distances pour accéder à des services essentiels. Les défis de transport rendent difficile pour certains d'atteindre les refuges, les soupes populaires ou les soins médicaux. Pour ceux qui trouvent un endroit, la sécurité peut encore être une préoccupation. Les ressources limitées et le surpeuplement rendent souvent les refuges dangereux, avec des individus à risque de vol ou de violence. Quelles mesures le Canada devrait-il prendre pour faire face à sa crise croissante de l'itinérance, surtout pendant les durs mois d'hiver ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Une enquête récente menée par MNP, une entreprise de gestion des faillites, a révélé que plus de la moitié des Canadiens, 52%, sont désormais à seulement 200 € de l'insolvabilité financière. C'est une augmentation choquante par rapport à 46% seulement 3 mois auparavant. Encore plus préoccupant, 35% des familles, malgré des emplois à temps plein, ont du mal à payer leurs factures mensuelles. Pour beaucoup, la décision entre répondre aux besoins fondamentaux et dépenser pour quoi que ce soit d'extra est devenue inévitable. Un Canadien a expliqué « Si nous payons le loyer, il ne reste rien pour autre chose. Les articles essentiels comme la nourriture ont connu des augmentations de prix brusques, les coûts des courses ayant augmenté d'environ 10% en seulement un an.
Les factures de services publics ont également grimpé, mettant encore plus de pression sur les familles à revenus faibles à moyens. Alors que les salaires stagnent et que l'inflation continue de grimper, comment les familles peuvent-elles espérer suivre? Considérons l'histoire d'un enseignant à Vancouver, l'une des villes les plus chères du Canada. Bien qu'il travaille dans l'éducation, l'enseignant a partagé que son revenu n'était pas suffisant pour couvrir les coûts de la vie de base. J'ai dû prendre des emplois supplémentaires, a-t-il expliqué. Mais même avec cela, à la fin du mois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer parce que les dépenses ne cessent qu'au de s'accumuler. La fin des subventions gouvernementales de l'ère pandémique n'a fait qu'aggraver les difficultés, en particulier pour les jeunes Canadiens. Autrefois classée parmi les nations les plus heureuses, la jeunesse canadienne se classe désormais 58e au monde en matière de bonheur, bien en dessous de leurs aînés. Le mécontentement à l'égard des politiques gouvernementales grandit, mais les Canadiens sont connus pour leur résilience. Les communautés se rassemblent, s'adaptent aux nouvelles réalités et espèrent des changements qui allégeront le fardeau financier des familles ordinaires. Pourtant, la pression ne s'arrête pas là. Pour de nombreux Canadiens, la seule façon de survivre à la hausse des coûts est d'emprunter et d'emprunter massivement. Ces dernières années, les ménages canadiens se sont retrouvés pris dans ce que les experts appellent un spirale de la dette. Selon la Banque du Canada, de plus en plus de familles dépendent des cartes de crédit et des prêts juste pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Au troisième trimestre de 2022, le ratio de la dette des ménages par rapport aux revenus au Canada a atteint un alarmant 183,3%. Cela signifie que pour chaque euro de revenus disponible, les Canadiens devaient presque 1,83 €. En septembre 2024, la dette des ménages au Canada avait dépassé 3 milliards d'euros, les hypothèques représentant une grande partie de ce montant vertigineux. Qu'est-ce que cela signifie pour les Canadiens au quotidien? Un impact majeur a été l'augmentation du ratio de service de la dette, la part du revenu disponible consacrée au paiement de dette, qui a grimpé à 15,2% à la fin de 2023. Les coûts d'emprunt, en particulier pour les renouvellements hypothécaires, sont devenus une préoccupation croissante, comme l'a souligné le Bureau du surintendant des institutions financières. Le fardeau financier a également eu un impact sérieux sur la santé mentale. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2024 a révélé que les problèmes de santé mentale au Canada ont augmenté de 25% ces dernières années. La pandémie a joué un rôle significatif dans l'aggravation de ces problèmes. Aujourd'hui, les Canadiens rapportent que leur santé mentale est 3 fois pire qu'avant la pandémie, avec des millions incapables d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir de l'aide? Les obstacles incluent un manque d'informations sur les services disponibles, un accès inégal selon les régions et des ressources de santé publique surchargées. L'impact économique de la maladie mentale au Canada est énorme, estimé à plus de 50 milliards d'euros chaque année. Cela inclut le coût des soins de santé, la perte de productivité et la réduction de la qualité de vie. L'immigration a toujours été une partie clé de l'identité du Canada, façonnant sa culture, ses immense, sa main-d'œuvre et son économie. Mais alors que le pays augmente ses objectifs d'immigration, des questions sérieuses émergent. Le Canada peut-il maintenir un équilibre entre opportunités et infrastructures, ou le système est-il proche d'un point de rupture? Pendant des années, le Canada a accueilli environ 250 000 immigrants par an. Cependant, après la pandémie de Covid-19, ce nombre a explosé. D'ici 2025, le gouvernement vise à accueillir 550 000 immigrants par an, une augmentation significative. En plus des résidents permanents, le Canada attire également des centaines de milliers d'étudiants internationaux et de travailleurs étrangers temporaires. Cela a propulsé le taux de croissance de la population annuelle à près de 3%, faisant du Canada la nation développée à la croissance la plus rapide au monde. Alors que la population continue de croître, l'économie du Canada peine à suivre. L'année dernière, le produit intérieur brut n'a cru que de moitié pour cent, tandis que la population a augmenté de 3%. Des experts comme Derek Holt, vice-président et directeur de l'économie de marché des capitaux chez Scotiabank, ont averti sur l'inflation persistante du logement. Avec une demande largement supérieure à l'offre, de nombreux Canadiens trouvent de plus en plus difficile de se permettre une maison,
ou même de louer. À cela s'ajoute le nombre croissant d'étudiants internationaux que les décideurs politiques ont qualifiés de ressources précieuses. Leurs frais de scolarité contribuent de manière significative à l'économie, mais beaucoup se demandent si cette dépendance est durable. Pendant ce temps, des appels croissants se font entendre pour réduire les dépenses d'endettement et ralentir les niveaux d'immigration. Cependant, le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau, soutenu par le nouveau Parti démocratique, a été réticent à réduire les programmes sociaux ou à diminuer l'immigration, laissant beaucoup se demander si ces défis sont résolus ou simplement retardés. Alors que l'inégalité augmente, le Canada raconte une histoire de deux réalités stark. Une poignée de riches profitent de modes de vie luxueux, tandis que d'innombrables Canadiens font face à des luttes quotidiennes avec des coûts en flèche et des opportunités en déclin. Le Canada devrait-il se concentrer sur la limitation de l'immigration pour faire face à ces défis en matière de logement et d'infrastructures? Ou existe-t-il de meilleures solutions que le gouvernement devrait prioriser? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'aperçus et d'histoires Sandsor fascinantes. Ces dernières années, l'inégalité économique a fortement augmenté à travers le Canada. Un rapport de l'Institut canadien de recherche politique a révélé que le taux de pauvreté a atteint 14% en 2022. Cela signifie que plus de 5 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté, luttant pour couvrir même leurs besoins les plus fondamentaux. Pendant ce temps, les familles plus riches, en particulier celles possédant des actifs immobiliers significatifs, ont grandement bénéficié de la flambée des valeurs immobilières, élargissant encore l'écart entre les classes économiques. Certaines communautés sont particulièrement touchées par la pauvreté. Par exemple, près de la moitié de tous les enfants autochtones vivent dans le pays dans la pauvreté, une statistique choquante qui dépasse de loin la moyenne nationale. Les immigrants récents et les ménages monoparentaux font également face à des niveaux plus élevés de difficultés économiques, reflétant des problèmes systémiques plus profonds qui exigent une attention urgente. Le Canada, souvent perçu comme une société pacifique et unie, est désormais confronté à des divisions idéologiques le long des lignes urbaines, rurales et entre les provinces. Les débats sur la politique énergétique, la fiscalité et le changement climatique révèlent souvent ces fractures croissantes. Les médias sociaux jouant un rôle controversé, certaines études suggérant qu'ils exacerbent la polarisation, tandis que d'autres soutiennent que leur impact est exagéré. Au cœur de ces défis se trouve la distribution inégale des ressources. Bien que le gouvernement canadien ait introduit des mesures telles que l'augmentation des paiements de bien-être social et des initiatives de logement abordables, ces efforts échouent à traiter les causes profondes de l'inégalité. La hausse des coûts de la vie, notamment dans des villes comme Toronto et Vancouver, a laissé de nombreux Canadiens se sentir exclus des bénéfices du progrès économique. Comment cet écart croissant de richesse façonne-t-il les aspirations des jeunes générations? De nombreux jeunes Canadiens, accablés par des salaires stagnants et un logement inabordable, prennent la difficile décision de quitter le pays. Un jeune ingénieur de Toronto a partagé sa frustration. Même avec un emploi stable et en travaillant dur, je ne peux pas avancer. Tout est si cher, et il semble impossible de créer un avenir sûr pour ma famille, ici. C'est pourquoi j'ai décidé de déménager aux États-Unis où le coût de la vie est plus gérable. Mais que fait le gouvernement pour réduire cet écart? Les politiques actuelles aident-elles à résoudre le problème ou l'aggravent-elles? L'accessibilité au logement reste l'une des questions les plus urgentes du Canada. Le gouvernement de l'Ontario a introduit des initiatives pour stimuler le logement abordable, mais les critiques soutiennent que ces efforts peuvent ne pas atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Par exemple, le gouvernement fédéral a prolongé les termes d'hypothèque de 30 ans pour les primo-accédants et les acheteurs de maisons nouvellement construites, visant à réduire les paiements mensuels. Pourtant, avec des prix moyens des maisons au Canada tournant autour de 700 000 euros en 2024, ces mesures peuvent-elles vraiment avoir un impact significatif? La spéculation foncière est un autre moteur majeur de la crise du logement. Les investisseurs achètent des propriétés uniquement pour le profit, plutôt que pour y vivre, ce qui a aggravé le problème. Les propriétaires ayant des hypothèques à taux variable ont vu un certain soulagement cette année après une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt.
Par exemple, les paiements mensuels sur une maison évaluée à 703 000 euros ont diminué d'environ 96 euros. En 2024, le Canada a augmenté le salaire minimum fédéral de 16,65 € à 17,30 € de l'heure, une augmentation de 3,9% en ligne avec l'inflation. Cependant, dans des villes comme Toronto et Vancouver, où les coûts de la vie figurent parmi les plus élevés au monde, cet ajustement n'offre qu'un soulagement limité. Des programmes comme le Canada Child Benefit ont fourni un soutien à des millions de familles, mais des lacunes significatives demeurent. De nombreux ménages à faible revenu continuent de lutter pour accéder à un logement adéquat, à un soin de santé et à une éducation. L'expansion des subventions et la construction d'un système de santé et de protection sociale plus complet sont essentielles. Investir dans des industries de haute technologie, d'énergie renouvelable et d'autres secteurs durables pourrait transformer le paysage économique du Canada. Ces secteurs promettent des emplois stables et bien rémunérés et le potentiel de positionner le Canada comme un leader mondial en matière d'innovation. Le rôle du gouvernement dans l'offre d'incitations fiscales et de programmes de formation sera crucial pour atteindre cette vision. Les défis du Canada nécessitent un effort collectif. Les gouvernements, les entreprises et les communautés doivent travailler ensemble pour développer des solutions durables. Les grandes entreprises peuvent jouer un rôle vital en investissant dans la recherche, en créant des emplois et en soutenant la durabilité environnementale. Mais ces parties prenantes font-elles suffisamment pour créer une société plus équitable ? Les réalités plus sombres des systèmes de logement, de salaires et sociaux du Canada appellent un changement urgent. Bien que les politiques et initiatives montrent un certain potentiel, leur succès dépend d'une bonne exécution, de la responsabilité et de la collaboration. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.